Quand on a un diplôme d'ingénieur, concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire comme métier ? On peut être conductrice de travaux, start-upper, arriver à la tête de l'une des plus importantes entreprises de cosmétiques maison, réaliser des chantiers d'un parc d'attractions, travailler dans l'entreprise préférée des Français ou faire le tour du monde en bateau. Valérie Vosselin, j'ai 40 ans, je suis mariée, j'ai un enfant et donc je suis issue de la promo ICAM Lille 2002. Je suis Camille Schneller, vous écoutez Parcours d'ingénieur, un podcast de l'ICAM dans lequel des ingénieurs vous racontent ce qu'ils font de leur vie professionnelle. J'ai cofondé et maintenant je co-dirige une entreprise familiale, un groupe d'entreprises familiales regroupées autour de la marque Aromazone, qui couvre pas mal de métiers différents et en fait dont le but est de proposer au plus grand nombre des produits naturels pour prendre soin de soi en toute liberté et de façon responsable. Dans ce 3e épisode, Valérie Vosselin, la fondatrice de l'entreprise Aromazone, nous reçoit dans ses bureaux près d'Avignon. On visite l'entrepôt dans lequel sont préparés et mis en bouteille tous les produits. À 120 mètres, tournez à gauche. Bonjour, bienvenue à Aromazone, donc à la Cigalette, le site de recherche et de développement. Il va falloir qu'on s'équipe du coup en termes de sécurité, donc blouse, charlotte et surchaussures. Alors pour commencer là. Donc là on va aller dans la zone de production. Bonjour. Donc ici, on est dans un atelier de production. Donc on va avoir ici toutes les actions de conditionnement. Donc là, on est sur les conditionnements des matières premières liquides. Alors là, on est sur une machine de conditionnement. Donc là, elle est en pleine phase de nettoyage. Donc ça, c'est une machine de conditionnement d'huile essentielle. On sent les odeurs, hein. C'est assez prégnant. Moi, à 17-18 ans, je voulais piloter mon projet. C'était une condition sine qua non. En fait, c'est vrai que j'aime bien faire à mon idée. Donc ça, c'était vraiment l'idée première. Ensuite, pour moi, c'était autour de la transformation, donc d'une transformation technique, d'une transformation mécanique. Et c'était aussi autour de ce que j'aime beaucoup et ce qui m'a porté pendant toute mon enfance, qui est en fait la nature. Et de façon générale, tout ce qui est lié au végétal, en fait. Je suis née d'une famille d'entrepreneurs. Mon papa avait créé sa société. Du coup, cette notion d'entrepreneuriat, pour moi, c'était comme une évidence. Ce qui m'a poussée vers le choix de l'ICAM, c'est plusieurs choses. Déjà, la première, c'est que je voulais absolument un métier dans la technique. Derrière, je voulais une école d'ingénieur. Parce que justement, pour moi, ça allie effectivement toute la partie, j'allais dire, conceptuelle, technique à la réalisation. Et je voulais effectivement, derrière, aussi respecter certaines valeurs. En tous les cas, certaines valeurs étaient vraiment importantes pour moi. Et notamment tout ce qui est de l'ordre de l'engagement, de la fraternité aussi, l'entraide, l'esprit d'équipe. Et c'est des choses qui sont ressorties de façon très prégnante, en fait, dans la présentation de l'ICAM. J'en avais vu d'autres, écoles d'ingénieurs. Mais néanmoins, c'est celle-ci qui a, par l'atmosphère qui en dégageait, par les valeurs qui ressortaient, qui a primé dans mon choix. Alors, comment ça se passe à l'ICAM ? Ce qui me plaît, c'est vraiment l'esprit de promotion. Cette entraide qu'il y a entre nous, qui est vraiment forte. On était quelques-uns à habiter loin, donc à ne pas pouvoir rentrer les week-ends. Et c'est vrai qu'à aucun moment, on se sent seul. Et derrière, ce qui m'a plu aussi, c'est le lien qu'on avait avec les professeurs. Alors,
Ça, c'est une des choses qui m'a le plus marquée, c'est-à-dire que jusqu'à la terminale, il y avait cette notion de maître-élève très forte avec les professeurs, mais avec cette notion d'inaccessibilité, en fait. Ce qu'il n'y avait pas du tout à l'ICAM. Quand vous discutiez avec les professeurs, vous étiez d'égal à égal. Ils vous écoutaient comme un adulte responsable, etc. Donc, il y avait cette notion, effectivement, à un moment de se dire je suis reconnu, je suis écouté, et quelque part, ça vous lançait un petit peu dans cette deuxième phase de votre vie, qui est celle de l'apprentissage de l'âge adulte. Donc, c'était vraiment une sacrée découverte pour moi. Ouais. C'est au Noël d'ICAM 1, où je suis rentrée dans ma famille, du coup, pour passer les fêtes de fin d'année. Donc, on était en 1999. Donc, c'était vraiment les tout débuts d'Internet. Du coup, avec ma grande sœur, mon papa, etc., on était tous autour de la table et on s'est dit « Ah ouais, mais ça serait vraiment chouette avec Internet ». Effectivement, qu'on partage notre passion sur les huiles essentielles. Ça, c'était vraiment quelque chose pour nous qui faisait complètement sens, du fait qu'on voyait bien, effectivement, qu'en France, il y avait une biodiversité très intéressante. Donc, il y avait vraiment des choses à faire. Donc, on s'est vraiment renseigné sur les plantes en elles-mêmes, sur les propriétés, du coup, de ces huiles essentielles, donc de ces extraits de plantes. Et fort de toute cette connaissance, on a décidé de le partager sur un site, puisque voilà, c'était les débuts d'Internet. Donc, on a fait un site purement d'information. Donc, c'était les tout débuts d'Internet. On a mis une petite musique, un fond musical absolument magnifique. On a mis aussi des décorations en fond, des petites puces qui bougeaient en forme de pingouin. Enfin, voilà, c'était vraiment les débuts d'Internet. C'était aussi très ludique, en fait. Hein. C'était quelque chose... Et en même temps, vous saviez que vous étiez en train d'ouvrir une porte, mais vous ne saviez pas du tout ce qu'il y avait derrière. Donc, il y avait ce côté qui était hyper aventurier, excitant, en fait. Donc, on a créé un site, d'abord uniquement en français, pour décrire effectivement une quinzaine d'huiles essentielles. Et de là, on s'est fait contacter, donc, dès le mois de janvier, aussi bien par des gens qui cherchaient à acheter des huiles essentielles que des gens qui, un petit peu partout, et dans le monde, c'est pas les Français en premier qui nous ont contactés, mais un peu partout dans le monde, on s'est fait contacter par des producteurs qui cherchaient en fait à écouler leurs huiles essentielles. La réflexion de se dire qu'on pouvait passer d'un site d'information à un site de vente en ligne a été assez rapide. Donc, on a transformé notre site d'information en site de vente en ligne. Et comme on est tous... Enfin, voilà. Donc, mon papa et ma sœur, on est tous les trois de formation ingénieurs. Et c'est vrai que tout ce qu'on aborde, on l'aborde de façon très scientifique, très pragmatique, très technique. Donc, on a fait un site de vente en ligne en début 2000 et c'était un des premiers sites avec un paiement en ligne. Nous étions les seuls avec la SNCF quand même. C'était vraiment... Il faut vraiment se remettre dans le contexte. Hein. C'était vraiment les tout débuts d'Internet. Donc, il n'y avait que la SNCF, en site français, qui avait le paiement en ligne. Nous, on a créé ça avec notre banque de l'époque, on l'a co-créé avec eux. Ils n'avaient jamais fait ça. Et avec, du coup, notre ingénieur informaticien qui nous a assistés sur ce projet-là. Mais c'était complètement novateur. Et du coup, on a eu notre première commande hors famille, hors connaissance, parce que ça compte pas, en juillet 2000. Ça s'est passé jusqu'à la fin de ma spé, c'est la 2e année. Du coup, pendant les vacances, j'ai travaillé, mais j'ai aussi sourcé, donc des nouveaux producteurs. L'ICAM 1 et l'ICAM 2 ont été vraiment effectivement des années où j'ai travaillé beaucoup à l'ICAM l'après-midi, mais aussi beaucoup sur mon projet personnel le matin, le soir, les week-ends et parfois la nuit. Après, j'ai aussi effectivement eu des tolérances, notamment je recevais pas mal de fax au secrétariat des études, parce qu'à l'époque, tout le monde n'était pas équipé de mail. Je n'avais pas de fax dans ma petite chambre étudiante, donc du coup, effectivement, c'était au secrétariat des études. Et là, effectivement, j'ai eu cette tolérance et cette acceptation qui font qu'aujourd'hui, Aromazone existe. Ouais. On n'aurait jamais imaginé que ça en serait là aujourd'hui. Pas du tout. Et effectivement, c'était plus un travail d'aventurier au jour le jour, ce petit côté complètement surprenant et très motivant, en fait, au jour le jour. Mais en aucun cas, on imaginait que ça prendrait de telles proportions. En plus, ça a mis du temps quand même à grossir, hein, jusqu'en 2000...
2002-2003, on avait grand maximum 10 commandes par jour à tout casser, quoi. C'était vraiment... Donc, c'était pas non plus... c'est sûr que par rapport à l'année d'avant où vous en aviez que 2, forcément, c'était x5. Donc, vous aviez l'impression que ça allait très vite. Mais néanmoins, c'était vraiment une activité... un projet ludique, en fait. Un projet ludique et de partage de quelque chose qui nous tenait à cœur, qui nous tient à cœur. Le moment, en fait, et un des moments importants de virage de ce projet, c'est vraiment effectivement en 2004, lorsque, on commence à avoir un certain nombre de commandes journalières, ça commence à représenter effectivement une certaine quantité de flacons à remplir. Il commence à y avoir une activité derrière qui est assez conséquente. Activité qui, jusque-là, était réalisée donc, dans les bureaux de l'entreprise de notre papa, donc à Clermont-Ferrand, centre-ville, et qui, à un moment, ne pouvait plus tenir dans ces locaux qui étaient des bureaux. Et là, la question a été, qu'est-ce qu'on fait ? On passe cette étape ou on se dit qu'on arrête ce projet ludique ? Du coup, vous avez des stages obligatoires, en fait, dans le cursus ICAM. Et pour en retenir qu'un, moi, c'est mon stage vraiment de fin d'études, donc le stage ingénieur, celui qui dure 6 mois, que j'ai fait dans une entreprise, donc maintenant qui appartient au groupe Vinci Énergie. On m'a proposé derrière, effectivement, un CDI que j'ai accepté et me suis éclatée dans ce milieu-là, qui est donc le milieu du bâtiment, en tant que chargée d'affaires. Et donc ça, c'était vraiment 2004. Et les journées devenaient vraiment trop courtes. Et donc, effectivement, là, face à ces choix, pour ma part, j'ai fait le choix, effectivement, de démissionner de cet emploi pour, effectivement, sauter à pieds joints dans l'aventure Aromazone. Je démissionne dans le projet de dire on va implanter Aromazone, puisqu'à l'époque, on avait choisi le nom d'Aromazone et on l'avait complété du qualificatif la méditerranéenne. Sauf qu'effectivement, Aromazone, du coup, tout se faisait à Clermont-Ferrand. Côté méditerranéen, c'était un petit peu gênant. Donc, du coup, on s'est dit très bien, on va essayer de s'implanter sur la Côte d'Azur. Entre Nice, vers Nice, Antibes, Grasse. En plus, il y a quand même pas mal de connaissances sur les métiers d'extraction végétale dans ce département-là, notamment pour tout ce qui est parfumerie. Donc, me voilà partie à Antibes. Donc, je loue un petit appartement dans lequel, du coup, j'ai mon lit, j'ai mon bureau et j'ai une petite cuisine. Donc, c'est super. Là, pour trouver un rythme de vie, c'est assez compliqué. Pour savoir quand est-ce qu'il faut travailler, quand est-ce qu'il faut dormir, c'est quand même une petite discipline. En plus, pour le coup, je connaissais personne sur la Côte d'Azur, donc du coup, je travaillais tout le temps, en fait. Et là, je me rends compte qu'en fait, la Côte d'Azur, c'est pas tout à fait nous, en fait. Je m'y retrouve pas, en fait. C'est très beau, l'arrière-pays est magnifique, etc. Mais c'est vrai que c'est quand même très tourné vers le tourisme, très tourné vers la mer et le côté très touristique de la mer. Du coup, de fil en aiguille, je commence à chercher des locaux qui sont un peu plus dans les terres. Donc, je remonte dans le Var, puis je remonte jusqu'au moment où je tombe sur un local à louer à Malmort-du-Comtat, donc dans le Vaucluse, au pied du Mont Ventoux. Et là, je vais visiter ce local, donc dans ce tout petit village de même pas 200 âmes. Et je me dis, c'est super, c'est là qu'il faut qu'on s'installe parce que c'est chouette. Et du coup, ma grande sœur a été suffisamment folle pour me suivre. Donc, elle aussi a quitté Paris et est venue me rejoindre en Provence. Et là, on a installé notre bureau à Malmort-du-Comtat. Donc, c'était un petit local qui présentait comme une petite boutique sur la face avant du local avec une vitrine. Derrière, il y avait 2 bureaux et au fond, vous aviez une remise où j'imaginais d'implanter nos machines de production. Voilà. Là, on est en 2006. Donc, 2006, on a l'atelier de production à Malmort-du-Comtat. On a du coup la qualité, donc la production, la recherche et développement, les achats. Voilà, tout ça à Malmort-du-Comtat. On est 6 personnes. On est 4 ingénieurs et 2 opérateurs, 2 à 3 opérateurs. Du coup, on se dit, là, les locaux sont trop petits. Il faut qu'on pousse les murs. Donc, du coup, on cherche un site dans le Vaucluse pour construire une usine. On voulait 1000 mètres carrés dans un premier temps, et puis qu'on puisse étendre peut-être jusqu'à 3000 mètres carrés. Donc, on s'est mis à rechercher une parcelle qui correspondait à ces besoins-là, partout dans le Vaucluse.
Et là, on s'est rendu compte, on s'est un peu pris notre première porte du monde adulte, je pense, qui est de se dire qu'effectivement, l'industrie est... Enfin, c'est compliqué d'implanter une entreprise industrielle. C'est pas facile. On n'a pas du coup trouvé de parcelle pour construire neuf. Et c'est là que nous sommes tombés sur l'usine de la Cigalette à Cabrières d'Avignon, qui était à vendre. Une usine de 6000 m², mais bien trop grande par rapport à ce dont on avait besoin à l'instant T et ce qu'on imaginait avoir besoin même 10 ans après. Néanmoins, on a fait ce choix-là. On est venu à Cabrières d'Avignon et on a acheté cette usine. Et du coup, ça, c'est en septembre 2007. Nous avons déménagé notre activité de Malemort-du-Comtat à cette usine, la Cigalette, à Cabrières d'Avignon. Le fait d'arriver dans ce nouveau bâtiment donc en 2007, avec ses 6000 m², nous permet d'accélérer. On accélère aussi avec l'ouverture d'une boutique du coup en 2009, donc notre première implantation physique. Et ça, c'est important parce que quand vous êtes des pure players du web, c'est surtout sur un métier qui est sensoriel, sur la cosmétique, sur les produits bien-être. C'est important aussi de bien recréer ce lien humain et de permettre aux clients de voir, de toucher, de sentir vos produits. Donc, on a ouvert notre première boutique en octobre 2009. Donc, c'était une toute petite boutique, 20 m² en bas du quartier Mouffetard à Paris. Donc ça a été une énorme surprise parce que, pareil, on a ouvert en octobre et dès décembre, il y avait la queue sur le trottoir. C'était un truc de fou, on n'y croyait pas. Du coup, on s'est dit que cette boutique était trop petite, résolument. Je me rappelle des jours où la palette arrivait sur le trottoir, vous n'aviez pas le temps de dépoter la palette, que les gens se servaient sur le trottoir, tellement c'était... Ah ouais, c'était... On avait des gens qui se battaient pour prendre le dernier produit, on avait des gens qui se mordaient. Donc oui, non, c'était assez fou. Et là, du coup, on s'est dit, fort bien, il faut qu'on change encore de braquet. Et cette occasion, elle s'est présentée courant 2013, en fait, où on a pu, trouver un super emplacement dans Paris qui nous permettait, en fait, d'avoir 250 m² en boutique et 250 m² dans les étages pour avoir atelier et spa. Ça a assis la notoriété d'Aromazone, en fait. On est passé d'un petit site peut-être un peu post-68 art à effectivement un projet où on sent qu'il y a du fond et où il y a aussi de l'écho vis-à-vis de la population. Du coup, effectivement, c'est cette activité augmentant. Derrière, il faut aussi que les activités opérationnelles grandissent aussi. Et cette Cigalette de 6000 m² qui nous paraissait vraiment très, très, voire trop grande en 2007, elle nous paraît trop petite. Du coup, grâce notamment à des structures et à un accompagnement du département du Vaucluse, on trouve un autre bâtiment industriel à Châteauneuf-de-Gadagne, donc à une vingtaine de kilomètres d'ici. Bâtiment de à peu près 15 000 m². Du coup, qu'on décide d'acheter. Ce déménagement se fait effectivement au mois de novembre, donc très compliqué parce qu'on est sur la période de fête de fin d'année, qui est une période de très forte activité pour nous. Donc c'était pas forcément le meilleur moment pour déménager, mais il y a des mois, on n'a pas le choix, des fois on ne choisit pas. Donc effectivement, nous déménageons en novembre 2014. Donc le vendredi soir, les équipes d'expédition finissent le travail sur la Cigalette et le lundi matin, elles redémarrent sur le nouveau site à Châteauneuf-de-Gadagne. Et ce redémarrage se passe très mal. On n'arrive même pas à expédier 1/5 de ce qu'on expédiait le vendredi sur la Cigalette. Et effectivement, j'avais réorganisé ces étagères en fonction des familles de produits, en fonction de s'ils étaient lourds ou pas lourds. Donc j'avais fait selon mes propres critères à moi, mais a priori, j'avais tout cassé par rapport aux critères des préparateurs de commandes. J'ai pris la décision du coup le vendredi de dire pendant le week-end on rechange tout, on refait un autre picking, on réimplante différemment les étagères. C'est peut-être comme ça que ça fonctionnera le mieux. Eh bien, je ne sais pas pourquoi, mais là l'alchimie a fonctionné. Noël 2014, aujourd'hui encore, ça me fait vraiment hérisser les poils parce que c'était un moment mais hyper difficile. Et derrière, effectivement, le fait de voir que on est encore là aujourd'hui et que les clients nous suivent encore, c'est notre plus belle récompense. Mais c'est vrai que sur le coup, on pensait que ça allait être vraiment compliqué. Mais en fait, je pense que c'est peut-être un point de mon ADN assez fort et peut-être aussi quelque chose que j'ai beaucoup travaillé. Je pense que l'ICAM m'a aidé à développer, qui est en fait cette pugnacité, le fait de
Déjà de me dire que c'est pas parce qu'aujourd'hui ça va pas que demain ça ira pas, et ensuite que rien n'est impossible et que quelque part il y a que, enfin il y a un moment il faut se retrousser les manches en fait. Quand on y met de l'énergie, de la bonne volonté, etc., à la fin ça finit toujours par payer. Bon, après il faut aussi effectivement qu'il y ait un peu de bon sens, etc. Mais enfin, moi, en tous les cas, j'ai cette foi-là, quoi. Le fait qu'on y mette tout son cœur et qu'on y mette toute son énergie et qu'on travaille aussi en équipe et qu'on fasse mûrir les idées en équipe et qu'on améliore en équipe, ça fait qu'effectivement, à la fin, ça fonctionne toujours. Et là, je pense que le choix de l'école ICAM a joué un rôle parce que je trouve qu'avec l'ICAM, on avait beaucoup de travail en équipe. Mais que ce soit du formel ou de l'informel, en fait, parce qu'on avait aussi beaucoup d'associations, Donc, en fait, vous étiez appelés à travailler ensemble souvent dans des projets qui soit vous stimulaient beaucoup, soit beaucoup moins. Hein, mais du coup, ça formait à ça. Ça formait à savoir s'exprimer dans une équipe, à faire passer ses idées, à savoir écouter l'autre aussi, et à arriver ensemble à avoir le meilleur résultat commun. En France, avoir une entreprise qui devient grande, qui fonctionne, c'est compliqué. Et c'est vrai que du coup, ça n'a pour moi rien à voir avec le management, parce que le management, faire grandir ses équipes, derrière les voir progresser, le déléguer de plus en plus, même si pour moi c'est un sujet, mais j'y travaille et de plus en plus les équipes aujourd'hui sont autonomes sur un nombre de sujets assez colossal. C'est juste, c'est le plaisir, en fait. C'est ce que moi, quand quelqu'un frappe pour rentrer dans mon bureau, je suis contente. Je me dis, ah, chouette, je vais voir quelqu'un, quoi. C'est cet échange avec l'autre qui est super enrichissant et qui, aujourd'hui, pour moi, est une des motivations premières de mon envie de venir au travail tous les matins, quoi. En fait, notre volonté, c'est de créer un réseau de boutiques. En fait, on se rend compte que nos clients, encore une fois, en les écoutant, nos clients, ils veulent de la proximité. Ils veulent voir les produits, ils veulent être conseillés, ils veulent pouvoir échanger aussi entre eux, ils veulent des points de partage, en fait. Que ce soit avec nous ou que ce soit entre eux aussi. Hein. C'est assez fou, d'ailleurs, de voir ça en boutique. C'est super beau à voir. Du coup, après donc, l'ouverture de notre flagship à Odéon en 2014, on a ouvert une deuxième boutique à Paris en 2018, donc en mars 2018 à Haussmann. Et là, sur 2019, on a noué un partenariat avec Le Printemps pour ouvrir avec eux dans d'autres villes. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, fort de cet engouement, il ne faudrait pas non plus qu'à un moment, on soit en train de surexploiter la terre sur des ressources naturelles. C'est vrai que respecter la nature, respecter la terre, pour nous, c'est le premier point le plus important. On ne va pas faire du greenwashing pour juste aller dans le sens du vent. On veut vraiment faire des choses qui ont du sens. Donc là, nous, notre volonté, c'est de tout mettre à plat pour voir quelles sont, en fonction du temps aussi, hein, donc quelle est aujourd'hui, quelle sera demain et quelle sera après-demain, les meilleures solutions pour les mettre en œuvre. Je pense que je suis un entrepreneur, ingénieur, ouais. Et je pense que ça, je le resterai tout le temps. Cette empreinte ingénieur, je pense qu'elle est assez indélébile. Après, on en fait ce qu'on veut, parce que je trouve que c'est une super base et que derrière, on peut la transformer. On peut vraiment lui donner toute l'ampleur, le sens qu'on souhaite. Mais cette notion d'ingénieur, oui, est indélébile. Et après, entrepreneur, je pense qu'effectivement, ça, je l'ai en moi depuis le début. Et que c'est quelque chose qui fera aussi toujours partie de moi, ouais. Vous venez d'écouter le 3e épisode de la première saison de Parcours d'ingénieur. J'espère que ces témoignages vous permettent de mieux comprendre la diversité des métiers que l'on peut exercer avec un diplôme d'ingénieur. Vous pouvez retrouver tous les épisodes sur toutes les plateformes de podcast et sur notre site icam.fr. L'ICAM diplôme chaque année 700 ingénieurs. Aujourd'hui, le réseau compte plus de 18 000 alumni partout dans le monde. Si vous souhaitez en savoir plus sur les formations d'ingénieurs proposées à l'ICAM, je vous invite à visiter le site web icam.fr et à venir nous rencontrer.